Bonsoir à tous et bienvenue à ce live organisé par l'Association nationale des pharmaciens, ANFA, à l'occasion de la Journée internationale du pharmacien. Chaque 25 septembre, le monde entier célèbre le pharmacien et son rôle essentiel dans nos systèmes de santé. Le pharmacien, aujourd'hui plus que jamais, est au cœur de tout ce qui concerne le patient et aujourd'hui, nous allons parler de tout cela. Pour marquer cette journée, nous avons réuni 3 intervenants de différents secteurs pharmaceutiques pour réfléchir, discuter et débattre des défis actuels, mais aussi futurs de la pharmacie en Algérie. Alors pour nos intervenants, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dr Ben Bahmed Lotfi, ancien ministre et président du CNOP, professeur Bouamra Abdelrazak, directeur général de l'Institut national de santé publique, et Dr Tabainat Mouad, président national de l'Association nationale des pharmaciens algériens, ANFA. 3 voix, 3 regards complémentaires pour une seule ambition, penser ensemble l'avenir de notre profession. Alors, nous sommes en direct sur Facebook et plusieurs autres plateformes. Ce live est avant tout un espace d'échange, donc vous pouvez réagir et poser vos questions en temps réel. Alors, nous commençons avec notre premier intervenant, Dr Ben Bahmed. Bonsoir, professeur. Bonsoir, docteur, pardon. Bonsoir. Marhaba bik, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Le plaisir est partagé. Alors, je crois qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, il est aussi important de poser le décor pour nos spectateurs. Alors, selon vous, quelle est aujourd'hui la situation pharmaceutique en Algérie? Quels sont les acquis que nous pouvons mettre en avant et quelles perspectives voyez-vous pour l'avenir de la profession? Avant toute chose, je voudrais d'abord remercier l'ANFA pour cette invitation, toute l'équipe de l'ANFA, que je trouve très dynamique, et les féliciter pour cette initiative de fêter cette journée du pharmacien du 25 septembre, qui avait été déclarée en 2009 par la FIP, qui correspond à la création de la FIP le 25 septembre 2012. Et ça m'évoque le souvenir du professeur Abed, Allah yarhamou, qui était le premier président de l'ordre et qui a été le premier pharmacien de rang magistral à la faculté de pharmacie d'Alger dès l'indépendance, et que j'avais accompagné à la FIP en 2007, et dans lequel on évoquait justement la création de cette journée du pharmacien qui a été après proclamée en 2009. Donc bonne fête à tous les pharmaciens. Merci à vous aussi. À tous les pharmaciens, à toutes les consoeurs et les confrères, toutes catégories confondues, qu'ils soient officinaux, industriels, hospitaliers, biologistes, dans les affaires réglementaires, on en a beaucoup, voilà, dans toutes les catégories d'exercice. Distribution aussi, il ne faut pas que j'oublie, parce que j'ai fait un long passage dans la distribution et j'aurai beaucoup de collègues qui me le reprocheraient. Et pour revenir à votre question, qui est très globale, effectivement, quelle est la situation? Alors, on ne va pas faire tout l'historique de la pharmacie en Algérie, mais je pense que le changement le plus important qu'on ait constaté et le plus marquant, qui a marqué la pharmacie ces dernières années, ça a été l'initiative et la décision de Monsieur le Président de la République de créer le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Pourquoi? Parce que suite à la création de ce ministère, tout un dispositif réglementaire a été mis en place qui a permis à l'industrie, la distribution, l'agence du médicament de se mettre à niveau, et près de 60 textes réglementaires, décrets et arrêtés ont été promulgués entre 2020, parce que c'est créé en 2020, et jusqu'à fin 2022. Et ce dispositif, il a permis 2 choses. Il a permis d'abord d'assurer la qualité du produit pharmaceutique, c'est ça qui est fondamental. Sans qualité, le médicament est considéré par l'OMS comme un produit falsifié. Sans son accessibilité, c'est fondamentalement important, c'est-à-dire tout ce qui est calcul du prix pour que le produit soit accessible, que la sécurité sociale puisse le rembourser, et sa disponibilité à travers un certain nombre de mécanismes, et notamment par le développement de la production locale. Parce que le 4e levier, qui était le plus fondamental, et ça a été quelque part la ligne directrice de toute ma carrière professionnelle, c'est de démontrer que la santé, souvent on dit, n'a pas de prix, mais elle a un coût, mais la santé aussi
Et le médicament, c'est un levier de croissance pour le pays. C'est un levier de croissance économique. Et on voit des petits pays, si par exemple je vous dis la Belgique, pour tout le monde c'est un petit pays, la Belgique exporte 85 milliards de dollars par an de produits pharmaceutiques en biotechnologie. C'est pour vous dire, il y a d'autres pays aussi, on connaissait la Suisse ou d'autres pays, d'autres petits pays dans le monde, la Jordanie dans les pays arabes. C'est pour dire que notre secteur, non seulement il a un intérêt pour la protection de la santé publique, mais ça peut être aussi un levier de croissance pour le pays. Et à travers ces textes réglementaires qui ont été mis en place, il s'agissait bien sûr de mettre en place la notion d'établissement pharmaceutique, qui n'existait pas en Algérie. Avant, vous saviez, on était dans un monde où on parlait d'importateurs, de SLA, de grossistes, de machin. Il fallait créer les établissements pharmaceutiques. Et à travers les établissements pharmaceutiques, nous, ce qui est fondamental pour nous en tant que pharmaciens, pour assurer justement cette qualité, cette innocuité du médicament, cette traçabilité, c'est la traçabilité de la responsabilité pharmaceutique. Donc à tous les niveaux, dans tous les textes réglementaires, en application de la loi 1811, parce que la loi sanitaire, qui a été amendée par une ordonnance en 2020 justement, pour pouvoir créer le ministère de l'Industrie pharmaceutique, mais c'est tout à fait les mêmes textes, simplement c'est un problème de prise de prérogative par le ministère de l'Industrie pharmaceutique, on a pu décliner tous les articles de la loi 1811 qu'il fallait décliner en texte réglementaire. Alors ça passait par l'organisation de l'agence, tous les arrêtés qui mettaient en place l'enregistrement, qui mettaient en place la notion de la mise en place du prix du médicament, mais aussi le comité des experts, des experts cliniciens, bien sûr, les essais cliniques, et les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques de distribution, le cahier des charges à l'importation, enfin, tout ce qui fait le produit pharmaceutique, de son importation à sa production, à l'importation des matières premières, à la qualité, à la biodisponibilité et la bioéquivalence, qui sont des fondements importants de la qualité. Et tout cette mise à niveau, parce que c'est une mise à niveau, parce qu'en fin de compte, les textes qui existaient avant la loi 1811 et les décrets et les arrêtés qui ont été mis en place par le ministère de l'Industrie pharmaceutique à partir de 2020, on était dans des textes qui dataient des années 80-90 qui étaient obsolètes. Donc ça nous a permis de mettre une mise à niveau. Une mise à niveau, c'est-à-dire que l'Algérie, aujourd'hui, jouit de textes réglementaires qui sont au niveau de ce qui existe en Europe, aux États-Unis, et qui nous permettaient aujourd'hui à notre agence de discuter avec l'FDA, l'IMA et d'autres agences critiques dans le monde. Mais au-delà de ça, ça nous permettait aussi, et c'était l'objectif qui avait été mis en place, dont on avait dès 2022, c'est d'arriver au niveau maturité 3. Niveau maturité 3 qui permettait justement demain d'aller vers l'export. C'est-à-dire de considérer que notre réglementation était à même d'assurer justement une qualité des produits pharmaceutiques qui peuvent permettre à un organisme comme l'OMS et demain pouvoir accéder au Fonds mondial de la santé, à la plateforme et aux appels d'offres de l'OMS. Vous savez, la plateforme de l'OMS, c'est bon an, mal an, tous les 4-5 ans, c'est à peu près 25-30 milliards de dollars qui sont achetés par cette plateforme pour faire des dons, notamment à un certain nombre de pays dans notre continent. Donc il est fondamental, c'était un des axes très importants pour développer notre production nationale, aller vers l'export et assurer aussi même la qualité pour nos concitoyens. Hein. C'était d'arriver à ce niveau de maturité. Ça a été perdu un peu en chemin, mais je suis très heureux aujourd'hui de voir que l'actuel ministre de l'Industrie pharmaceutique, M. Cuidry, a repris le dossier en main depuis cette année, qu'on devrait aboutir dans les semaines ou les mois à venir, et ça permettra à elle d'être une évolution. Mais au-delà des textes réglementaires, et à travers ces textes réglementaires, il était fondamental aussi d'induire une politique pharmaceutique. Parce que lorsqu'il ne s'agit pas de se mettre à niveau, c'est très important, avoir des bonnes pratiques de fabrication, avoir des bonnes pratiques de distribution, avoir une traçabilité, avoir une agence, mais il faut avoir une politique qui réponde à nos intérêts. Et c'est là où, à travers les textes réglementaires, on a pu
que ce soit sur le cahier des charges à l'importation, où on a lié l'importation à la production nationale en disant que tout ce qui n'était pas disponible en Algérie pouvait être importé, mais ce qui était disponible, on ne l'importait pas. Mais aussi, on a pu, dans le calcul des prix, par exemple, dans l'arrêté sur le calcul des prix et la mise en place du comité de prix sur le médicament, on a pu intégrer le taux d'intégration, mettre en place le taux d'intégration. Le taux d'intégration, c'est quoi? C'était un produit, un médicament, vous avez un prix à la production, vous enlevez les intrants importés sur le prix et vous avez le taux d'intégration. C'est un taux d'intégration en valeur, qu'on comprenne bien, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui nous disent très souvent, mais il n'y a rien qui est intégré, tout est importé à part l'emballage. Non, c'est le taux d'intégration en valeur. C'est-à-dire quand je produis un médicament en Algérie, combien il va me coûter en devise et combien, quelque part, de valeur ajoutée l'unité de production créera en Algérie. Parce que nous avions en Algérie, malheureusement, beaucoup d'unités de production qui produisaient des produits pharmaceutiques, qu'elles soient locales ou multinationales, et sur lesquelles il n'y avait pas de valeur ajoutée. C'est-à-dire que les intrants importés revenaient, sommaient, des fois dépassaient même le prix à l'importation du médicament. Donc il n'y avait pas de valeur ajoutée à créer cette industrie. Et le fait de mettre un taux d'intégration de minimum 30% nous a permis déjà pour les nouvelles molécules, de mieux négocier les prix, notamment pour les innovants qui sont des produits très chers. Et ça nous a permis pour la chimie classique, ce qu'on appelle les anciens médicaments, les génériques, d'arriver à des taux d'intégration de 90-95%. C'est-à-dire qu'on a des produits en Algérie aujourd'hui où la matière première et les intrants importés ne représentent que 5%. Bien sûr, ça ne veut pas dire que le produit est trop cher. Il faut, pour un certain nombre de molécules, ce n'est pas forcément la matière première qui est la plus chère. Pour les produits chimiques, très souvent, c'est pas la matière première qui constitue la structure dans la structure de prix, c'est pas elle qui est la plus importante, c'est les mécanismes de production, c'est l'unité de production, c'est le savoir-faire qui permet. Donc, si vous voulez, pour revenir à notre sujet, c'est qu'on a pu mettre en place en Algérie à la fois un arsenal réglementaire et une mise à niveau des textes réglementaires en Algérie qui permettent à l'industrie et à la distribution d'être au même niveau que les pays les plus développés, mais aussi ça nous a permis d'induire, de mettre en place une politique pharmaceutique. Parce que ce taux d'intégration, justement, les décisions d'enregistrement qui doivent être données aujourd'hui doivent être toujours vers le taux d'intégration le plus important. C'est-à-dire que si on a un produit qui a 40% de taux d'intégration, on ne peut pas enregistrer le même produit avec 20%. Des fois, on a vu des contradictions ou des produits qui étaient fabriqués en full process, des autorisations pour du conditionnement secondaire, ce qui était totalement, je veux dire, contradictoire. Alors, politique pharmaceutique, arsenal réglementaire, je pense que c'est les deux nouveautés qui ont fait que la pharmacie. Qu'est-ce qui reste à mettre en place? Il reste à mettre en place les textes réglementaires qui sont liés aux exercices pharmaceutiques. C'est la partie santé. C'est la partie santé parce que le médicament, c'est le produit, c'est l'industrie. Aujourd'hui, il dépend du MIP. Mais les exercices pharmaceutiques dépendent du ministère de la Santé. Et à ce niveau-là, je sais qu'il y a un certain nombre de commissions qui ont commencé à travailler. Et nous-mêmes, moi, quand j'étais président de l'ordre, j'avais beaucoup travaillé sur la loi sanitaire et par la suite, les associations comme l'ANFA ou le SNAPO ou l'Ordre des pharmaciens font des propositions très régulières au ministère de la Santé, des comités sont mis, mais il reste des textes réglementaires à mettre en place en application de la 1811. Alors il y a d'autres questions qui vont venir, je pense, sur lesquelles on pourra revenir là-dessus, mais ces textes réglementaires sont fondamentalement importants. Les bonnes pratiques pour le pharmacien hospitalier. La pharmacie hospitalière travaille encore avec la fameuse circulaire 5 qui date ou 7 qui date de 2005. Enfin bref, on reste surtout dans ces textes réglementaires qui doivent être mis à niveau et l'expertise existe puisque justement ce tissu d'associations, ce tissu de syndicats et d'ordres est là pour pouvoir répondre à cela. Alors ça, sur ce niveau-là, je pense qu'il faut qu'il y ait que ce travail aboutisse de mettre en place les textes réglementaires qui vont permettre aux pharmaciens hospitaliers
de jouer pleinement son rôle, aux pharmaciens d'officine de jouer pleinement son rôle, et aux pharmaciens biologistes aussi, aux pharmaciens médecins biologie, dans lequel aussi on a comment dire, on dit des trous dans la raquette, c'est-à-dire qu'il y a énormément de textes qui manquent, c'est-à-dire il n'y a pas de bonnes pratiques, il n'y a pas de GBA, de guide de bonnes pratiques des analyses médicales. Aujourd'hui, une analyse médicale en Algérie, on n'a pas de technique imposée pour savoir comment cette glycémie est faite. Est-ce qu'elle est faite sur une bandelette? Est-ce qu'elle est faite par glucomètre? Est-ce qu'elle fait... C'est un résultat qui est donné et il faut absolument qu'il y ait une nomenclature à ce niveau-là. Alors c'est un travail parfois qui est multisectoriel, hein, qui dépend de la santé, qui dépend de l'industrie pharmaceutique, mais aussi qui dépend de la sécurité sociale, parce que très souvent on rentre près dans la nomenclature des actes et c'est un autre sujet. Ça c'est pour les exercices. Pour le médicament, pour revenir sur le médicament, à part ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait, il y a un axe qui est fondamentalement important aussi, c'est de casser le plafond de verre. C'est-à-dire aujourd'hui on maîtrise les produits chimiques, alors que ce soit les formes sèches ou même les formes injectables sont totalement maîtrisées maintenant, etc. Mais il faut qu'aujourd'hui, sur les médicaments de biotech et les vaccins, je parlais je citais la Belgique avec les 85 milliards d'euros, c'est une plateforme vaccinale. Ils étaient arrivés même à plus de 110 milliards d'euros d'exportation pendant la Covid, parce que toutes les grandes multinationales et beaucoup de grandes sociétés produisent des produits biotechnologiques chez eux. Ça demande quoi? Ça demande un effort fondamentalement important, pas simplement dans la formation. On a créé la faculté de pharmacie, c'est une bonne chose, sur Alger, on espère l'étendre aux autres régions du pays. Je rappelle que la création de cette faculté de pharmacie, c'était une demande, c'était faite suite au plan d'action du ministère de l'Industrie pharmaceutique qui avait été approuvé au Conseil des ministres, et le ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque, professeur Benziane, avait mis en place cette faculté de pharmacie pour un premier exemple. Inch'Allah que ça pourra. Pourquoi? C'était pas parce que on est totalement complémentaires avec nos amis médecins et chirurgiens dentistes, mais simplement il fallait qu'il y ait une faculté particulière pour pouvoir développer la pharmacie industrielle. Nous avions toute industrie industrielle, nous n'avions pas de pharmacie industrielle. Aujourd'hui, on a des masters et nous espérons que cet exemple qui a été créé à Alger pourra se poursuivre au moins avec une faculté à l'est et à l'ouest du pays et dans le sud. Parfait. Merci beaucoup, docteur. Alors, j'aimerais rebondir sur un point. Vous avez parlé tout à l'heure de l'exercice du pharmacien, et je crois que ça nous amène à une dimension essentielle qui sont les valeurs et la responsabilité professionnelle. Alors, selon vous, quels sont aujourd'hui les grands défis éthiques auxquels les pharmaciens sont confrontés dans leur pratique? Oui, alors, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, dans les textes réglementaires qu'on avait mis en place, avec mon équipe, qu'on avait mis en place et qui existent aujourd'hui, qui sont les textes réglementaires qui sont opposables aujourd'hui, il y a à chaque fois la notion de pharmacien responsable, qu'on appelle chez nous le pharmacien directeur technique ou directeur technique assistant. Pourquoi? Parce qu'il faut une traçabilité dans le monde de la responsabilité pharmaceutique. Vous savez, dans certains pays dans le monde, aux États-Unis par exemple, quand un conteneur a été stocké de médicaments, produits pharmaceutiques, a été stocké dans une mauvaise zone, il est détruit, qu'il est sorti de la traçabilité. On ne prend pas le risque. La traçabilité du produit pharmaceutique est fondamentale et elle s'accompagne à chaque étape par un responsable, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau de la distribution, que ce soit au niveau de la délivrance, au niveau de l'officine ou de l'hôpital, dans chaque segment, pour chaque acte pharmaceutique, il faut un responsable. Et cette responsabilité, justement, elle n'est pas animée, justement, simplement par une relation commerciale ou un service facturé. Elle est aussi animée, et c'est le propre de nos métiers, par un service, qu'on est dans un produit particulier, qui touche à la santé, qui touche à la vie humaine. Et c'est là où la dimension éthique rentre en jeu, et la dimension déontologique aussi. Alors, de la déontologie, pourquoi, par exemple, on a créé des ordres à travers le monde, ce qui était difficile, quasiment impossible, pour la justice de qualifier la faute professionnelle. Vous savez, quand vous faites une faute technique ou une faute professionnelle, la justice a du mal à... Donc, on crée des ordres qui sont en fin de compte des juridictions professionnelles.
Et si vous faites attention, si vous voyez la loi 1811, sur le chapitre déontologie, vous trouverez 4-5 articles. L'article principal, c'est sur les dispositions disciplinaires. C'est-à-dire que les ordres, les conseils déontologie médicaux, maintenant, comme ils se nomment dans la loi 1811, de pharmaciens, médecins ou chirurgiens-dentistes, sont chargés de la faute professionnelle pour tout ce qui est violation des règles de déontologie et aussi tout ce qui est violation de la loi, des différents, des différents articles de la loi énoncée, de tous les paramètres qui existent dans la loi 1811. Donc, si vous voulez, alors on en arrive à dire, bon, dans la loi 1811, on crée des nouveaux conseils. Et il devait y avoir justement de nouveaux décrets. De nouveaux décrets, ça fait maintenant 2018, on est en 2025, ça fait 7 ans. Il est temps que ces décrets soient rédigés. Et je pense que les associations comme les vôtres, l'ordre actuel, le syndicat, on commence à faire des propositions, mais il faut qu'ils travaillent dessus. Alors qu'est-ce qui a changé dans ces décrets? Exactement. Voilà, c'est ça la question. Oui, vous avez anticipé ma question, j'avais parlé du code de déontologie. Oui. Alors, est-ce qu'il y aurait peut-être un projet pour un nouveau code de déontologie? Oui. Et selon vous, quels sont les axes d'amélioration par rapport au texte existant? Alors d'abord, c'est pas un projet, il est imposé par la loi. D'accord. Il est imposé par la loi, puisque la loi 1811 impose la création de 3 nouveaux conseils nationaux de déontologie médicale. Avant, il y avait un conseil national de déontologie médicale qui regroupait les 3 sections ordinales. Section ordinale nationale des médecins, section ordinale nationale des pharmaciens et section ordinale nationale des chirurgiens dentistes, qui sont devenus après médecins dentistes. Aujourd'hui, après la loi de 1811, il y a eu une séparation. C'est devenu un conseil national de déontologie médicale médecin, un conseil national de déontologie médicale des pharmaciens et un conseil national de déontologie médicale des médecins dentistes. Donc aujourd'hui, la loi impose la mise en place de nouveaux décrets. Et c'est l'occasion, effectivement, de réfléchir, de faire une mise à niveau, comme on le dit, de la réglementation qui existe en Algérie. Alors, qu'est-ce qu'il y a changé dans notre nouveau code de déontologie médicale? À mon avis, les principes y sont. Les principes de la déontologie, ce sont les mêmes. On ne va pas les changer. Ils sont, à part quelques, peut-être, mais c'est un texte qui a été bien pensé. Et sur lequel, le décret 92-67, qui avait été très bien pensé, dans lequel tous les aspects de la déontologie, que ce soit pour le médecin, le pharmacien ou le chirurgien dentiste, avaient été bien pensés. Il faut maintenant peut-être séparer dans les décrets. Et ce qu'il reste à faire, à modifier, c'est les principes organisationnels et la modernisation de certains aspects. Absolument. Alors, sur les principes organisationnels, effectivement, on a bien vu que les ordres, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sont arrivés dans une situation de quasi-blocage. Beaucoup de recours judiciaires, des décisions, on ne sait plus qui est qui, quelque part, puisqu'il y a eu des décisions de tribunal administratif qui, remettaient en cause certains processus électoraux. Et puis surtout, on a vu que au niveau des ordres, il n'y avait pas de renouvellement. Que souvent, au niveau des ordres régionaux, c'était pour certaines élections. Je parle peut-être pour les pharmaciens plus que pour les autres. Dans certaines régions, on a autant des fois de candidats que d'élus. Et que beaucoup de candidats avaient même leur candidature rejetée. Donc, il faut peut-être que, dans le niveau national, les gens qui sont en place ne peuvent pas être jugés partis. À la fois même s'il y a ce renouvellement tous les 2 ans, mais il y a quelque part quelque chose qui a manqué. Et la meilleure preuve de la défaillance quelque part, je dis bien, et je bats ma croupe aussi, parce que j'ai été président de l'ordre. J'avais essayé. On avait beaucoup travaillé sur l'internationalisation, on a travaillé sur les textes, on a créé les ordres régionaux, on a mis en place tous les textes réglementaires, etc. Mais sur le niveau disciplinaire, c'est pas qu'on a péché, il était compliqué au niveau disciplinaire, c'est-à-dire qu'effectivement, on a été créé pour juger de la faute professionnelle, et lorsqu'on jugeait de la faute professionnelle, il y avait un problème d'exécution de ces décisions. Dans beaucoup de pays,
ça n'existe pas dans notre loi, malheureusement, peut-être qu'il faudrait changer cet aspect de la loi. Dans les ordres, on inclut des magistrats. Parce que vous savez, la décision disciplinaire régionale, vous faites un recours au Conseil national. Et puis, le dernier recours que vous avez, c'est pas le tribunal administratif, c'est directement le Conseil d'État. C'est-à-dire que la loi prévoit que le niveau régional, c'est le tribunal, que le national, c'est la cour d'appel, et vous avez directement le Conseil d'État. Et le Conseil d'État ne juge pas le fond, mais juge la forme. Or, malheureusement, les ordres, très souvent, dénoncent, je dis bien dénoncent un certain nombre régulièrement, un certain nombre de dépassements qui existent. Alors, dans le médicament, on peut parler d'exercice illégal, d'importation des produits cabas, enfin, il y a beaucoup de dérives qui existent dans notre secteur. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se font, mais il y a aussi beaucoup de choses on a beaucoup de pharmaciens qui travaillent selon les règles de déontologie, mais beaucoup d'autres ne le font pas. Les horaires sont pas respectés. Le pharmacien, s'il n'est pas présent, il n'y a pas de pharmacien assistant, alors qu'on a formé beaucoup de pharmaciens. D'ailleurs, il reste encore à mettre ce fameux texte sur les pharmaciens assistants qui avait été mis à l'industrie pharmaceutique, mais qui n'existe pas malheureusement encore au niveau de l'officine. Donc, il faut à tout prix, sur ce niveau d'organisation, et pourquoi pas, parce que le texte est très ouvert, ne créer des sections. Est-ce que vous trouvez normal que ce soit les officinaux qui décident, qui vont élire les pharmaciens biologistes qui vont être à l'ordre? Ou les pharmaciens industriels qui seront à l'ordre? Ou c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire tout le monde vote pour tout le monde. Théoriquement, les biologistes devraient élire les biologistes. Les officinaux devraient élire leurs représentants. Les industriels, donc il y a des choses à améliorer au niveau organisationnel, et pourquoi pas créer des sections. Une section industrie, une section biologiste, une section pharmacien de l'industrie avec un grand I, c'est-à-dire les affaires réglementaires et tout le reste, et une section officine. Et on pourrait voir comme ça, avoir l'ensemble des catégories représentées qu'au niveau national, au niveau régional, il pourrait y avoir un espèce de... On peut tout imaginer. Il y a des choses à faire au niveau organisationnel. Le débat est ouvert. Mais on doit prendre en considération cette expérience, qui est maintenant d'une 30aine d'années, sur ce qui a fonctionné au niveau des ordres et ce qui a moins fonctionné. Il y a deux choses qui n'ont pas bien fonctionné. C'est l'organisation des ordres eux-mêmes et leur renouvellement à travers les processus électoraux, UNO. Et la deuxième chose qui n'a pas fonctionné, c'est le fait qu'elles sont créées pour être des chambres disciplinaires et cette corrélation qu'il doit y avoir entre l'administration et les ordres. Les ordres ne sont pas des syndicats. Les ordres, c'est des partenaires naturels des pouvoirs publics. Ils doivent travailler directement en collaboration et en coordination complète avec les services de l'État, justement, et on peut, je veux dire, c'est un dossier, à mon avis, qui est un peu négligé, alors qu'il est d'une importance primordiale. Parce qu'il touche à la santé de nos concitoyens, et que les aspects déontologiques, pour moi, sont aussi importants, sinon peut-être plus importants, le comportement d'un professionnel de santé, et toutes les dérives qu'il peut y avoir, pour pouvoir assurer, justement, les trois principes qu'on avait dit tout à l'heure, celle de la qualité, de l'accessibilité et de la disponibilité des produits pharmaceutiques. Absolument, une profession vide de ses principes. Pardon ? Une profession vide de ses principes. Oui, non seulement de ses principes, mais elle doit on a une double mission. Vous voyez, on a celle, effectivement, des professionnels de santé et de participer au développement de notre pays par nos services et par notre industrie, mais aussi celle aussi d'être garant de la quiétude et de la protection de la morale, le serment de Galien, le serment d'Hippocrate. Enfin, nous, on a un serment aussi. D'ailleurs, dans le code déontologie, il était précisé qu'il devait y avoir un serment. Il y a ce serment qui reste à être édicté et que devrait prononcer chacun des nouveaux pharmaciens qui adhèrent au niveau de l'ordre. Absolument. Alors, comme elle vit de ses principes, elle vit aussi à travers ces nouvelles générations.
C'est pourquoi j'aimerais aborder le sujet de la relève, qui est un enjeu majeur. Comment assurer aujourd'hui une meilleure intégration professionnelle des jeunes pharmaciens dans le tissu professionnel et vraiment leur donner une place active dans l'évolution de la profession? Alors, très sincèrement, à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, il y a la démographie professionnelle. On est dans une profession avec où il y a eu une croissance démographique très importante. C'est-à-dire qu'on a créé au début, nous avions que 4 départements. C'était pas des facultés de pharmacie, on avait 4 départements de pharmacie. On avait Alger, Oran, Annaba et Constantine. Puis maintenant, on en a une douzaine ou une quinzaine aujourd'hui de départements de pharmacie à travers le territoire national, avec des fois une formation qui était pléthorique et qui n'était pas suffisamment spécialisée. Donc ça a créé énormément on a formé énormément de pharmaciens qui avaient du mal à s'insérer professionnellement pour 2 choses. D'abord parce que leur formation était très généraliste, et c'est pour ça qu'on avait demandé la création de facultés de pharmacie, de master et de spécialisation. Les seules spécialités qui existaient, c'est des spécialités universitaires, des monospécialités. Même la biologie était rarement ouverte pour former des biocliniciens. Et on se retrouvait avec une demande importante sur certains secteurs qui avaient été ouverts au début des années 90, l'officine, quand il y a eu l'ouverture des installations dans l'officine, je rappelle au début que c'était même un secteur qui était monopole d'État, quand il y a eu l'ouverture des installations, il y a eu effectivement, à travers la loi de répartition géographique, une pharmacie pour 5 000 habitants, l'opportunité pour beaucoup de pharmaciens de s'installer. Puis après, les jeunes pharmaciens qui sont arrivés n'avaient plus cette opportunité. Heureusement qu'on a eu l'industrie. Mais l'industrie, dans un premier temps, vous savez, c'était pas évident. C'est comme on vous dit, dans les premières années, les distributeurs ou les premiers industriels qu'il y avait, etc., ne travaillaient pas forcément en bonne entente avec les pharmaciens. Et le pharmacien, souvent, c'était un pharmacien directeur technique, qui était un pharmacien alibi, qui était très mal payé. On lui demandait même de rester chez lui à la maison. Et c'était une forme de location de diplôme entre nous. Et c'est ce qui se passait. À nous, au niveau de l'ordre, on avait réagi à l'époque. On avait conditionné le pharmacien à sa présence, bien sûr. On avait même exigé un salaire minimum. Pourquoi on avait créé ce salaire minimum? C'était justement parce qu'on se basait sur un article du Code déontologie qui disait que le pharmacien ne pouvait pas accepter une rémunération qui n'était pas en rapport avec sa responsabilité. Or, le directeur technique, et dans les textes réglementaires, était déjà à l'époque impliqué dans la direction générale de l'entreprise. Donc il fallait qu'il ait une rémunération de direction. Et puis, pour pouvoir protéger, et même quand il y avait un licenciement, il fallait qu'au niveau de l'ordre, qu'il y ait un remplacement de directeur technique, il y ait une explication cohérente pour que les droits du pharmacien soient reconnus. Par la suite, avec la création du ministère de l'Industrie pharmaceutique et des textes réglementaires qui ont suivi, il y a eu toute une série de textes qui ont permis de créer des milliers d'emplois. D'abord, par la croissance du secteur, parce que l'industrie s'est considérablement développée, mais aussi en mettant en place cette exigence réglementaire internationale. Parce qu'un certain nombre de gens, moi je me souviens, nous ont reproché. Ils ont dit, comment vous exigez des pharmaciens pour le dispositif? Et qui va homologuer le produit au niveau de l'agence? Qui va venir au niveau du MIP pour déposer la fiche de prix? C'est de la folie. On ne peut, dans tous les pays du monde, le pharmacien est exigé. On voyait même des multinationales en Algérie qui avaient des pharmaciens responsables dans leur pays d'origine, qui ne comprenaient pas qu'on leur demande un pharmacien responsable en Algérie. Donc on a mis, avec cette mise à niveau réglementaire, ça a permis de créer des milliers d'emplois parce qu'aussi on a exigé la présence d'un pharmacien assistant. Et plus que ça, dans la distribution et dans la production, il y a un ratio de nombre de pharmaciens par rapport au personnel qui travaille directement en contact avec les produits pharmaceutiques. C'est 1 pour 25 ou 1 pour 30, selon qu'on soit dans la distribution. Et c'est des ratios qui existaient en Tunisie ou ailleurs, ou dans d'autres pays arabes, sans aller dans les pays hyper développés. Donc on a remis à niveau notre réglementation, ce qui a permis d'absorber, de créer beaucoup d'emplois et d'absorber. Mais là, il faut 2 choses. Il faut à la fois former en fonction de nos besoins. Il ne faut pas que la formation aussi soit trop pléthorique.
Il faut aller sur plus de spécialisation et il faut continuer à intégrer les pharmaciens, parce que les pharmaciens, ils peuvent travailler dans beaucoup de domaines. Ils peuvent aussi travailler dans l'agroalimentaire et ils peuvent travailler dans le médicament vétérinaire. C'est des pharmaciens qui travaillent dans le médicament, c'est pas des vétérinaires. Il peut y avoir des vétérinaires, effectivement, ils connaissent les pathologies, comme nos confrères médecins connaissent les pathologies pour le travail aussi dans l'industrie pharmaceutique, mais il faut aussi des pharmaciens pour pouvoir travailler. On peut créer d'autres sources d'emploi. Il faut aussi consacrer l'assistanat de manière plus claire au niveau des laboratoires d'analyse et des pharmacies d'officine. Quand une pharmacie d'officine, alors j'ai des confrères qui ont, comme on dit, des grandes pharmacies, qui ont 9, 10 pharmaciens assistants. D'autres, par contre, je veux dire, vous ne trouvez jamais de pharmacien à l'intérieur. D'autres, enfin, qui, n'arrivent pas à finir, ils n'arrivent même pas à avoir un employé, ils sont obligés de fermer pour pouvoir faire. Donc, il faut créer un équilibre pour que la pharmacie continue à jouer son rôle de professionnel de santé, tout en assurant un équilibre économique. Et ça permet d'intégrer nos jeunes pharmaciens. Alors, nos jeunes pharmaciens, très sincèrement, et moi je le dis, depuis une quinzaine d'années, qui sont brillants. Parce que depuis, je ne vais pas jeter l'opprobre sur les gens de ma génération. Ma génération, c'était des bacheliers avec 10, 12. Maintenant, c'est des bacheliers avec plus de 16 de moyenne qu'on retrouve dans nos spécialités en pharmacie. Et je vois des jeunes, que ce soit dans l'industrie ou à l'officine, qui sont, ou quelle que soit la catégorie de professionnels, qui ont beaucoup d'envie, qui veulent donner et qui ont des capacités importantes de travail et une soif d'apprendre. Alors, 3 choses: formation spécialisée, démographie professionnelle maîtrisée, développer l'assistanat autant qu'on le peut pour créer des postes d'emploi. C'est pas pour créer des postes d'emploi qu'on le fait, c'est pour assurer un meilleur service de santé pour nos concitoyens. Et ça crée des postes d'emploi. On ne crée pas des postes d'emploi, il ne faut pas qu'on soit dans un raisonnement, où on prend une décision pour créer des postes d'emploi. Non, on crée des postes d'emploi parce que ces emplois-là sont nécessaires pour assurer des fonctions de protection de santé publique ou de traçabilité du produit pharmaceutique ou du dispositif médical. C'est ça qui est fondamentalement important, de pharmacovigilance, de matériaux-vigilance, etc. Merci. Alors, nous allons parler de l'avenir de la profession à travers la jeunesse qui la rejoint. Mais cet avenir s'écrit aussi avec un autre moteur incontournable qui est la digitalisation. Comme vous le savez, la digitalisation a profondément transformé de nombreux métiers de santé. Alors ma question sera brève. Comment imaginez-vous l'avenir du pharmacien à l'ère du numérique? Et ce sera ma dernière question. Alors, l'ère du numérique, bon, on y est. On y est. Il y a des gens qui disent ça va venir, mais on y est. Les gens n'ont peut-être pas compris, mais on y est. Alors bon, il y a tout ce qui est numérisation. Ça a été largement entamé au MIP, au ministère de la Santé, je sais qu'il y a des efforts considérables qui sont faits aussi à ce niveau-là, c'est une très bonne chose. Alors la numérisation, c'est pas avoir un site internet et avoir accès au texte, c'est la dématérialisation. C'est que toutes les procédures, vous savez, un directeur technique, quand il est à Inmlila ou à Saïda ou à Tiaret, et qu'on lui dit il faut déposer le tel document à l'agence ou déposer, c'est complètement fou. Je veux dire, il faut que tout soit dématérialisé. Ça a été fait laborieusement, mais ça a été fait. On a eu beaucoup de mal parce que vous savez aussi très souvent les institutions n'étaient pas dotées, pas simplement au niveau budgétaire, mais même de cadre. Il faut aussi tout l'environnement qui permet. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a eu des instructions qui avaient été données et des moyens qui ont été mis en place. Et aussi, je veux dire, on a beaucoup de jeunes aussi dans l'informatique. Nous, je sais qu'au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique, on avait travaillé directement avec l'École nationale d'informatique, on avait pu informatiser beaucoup de choses. Mais il reste l'intelligence artificielle qui arrive. Et effectivement, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer des métiers? Oui et non. Oui et non. Elle va permettre, dans un certain sens, de faire beaucoup plus facilement des choses qu'on faisait, qui étaient laborieuses. Par exemple, en termes d'essais cliniques ou de recherche et développement, on sait qu'aujourd'hui, on peut faire des avancées très importantes
ça va permettre de peut-être de faire de la recherche et développement qui coûtera moins cher, d'accéder plus facilement à l'innovation. Il ne faut pas avoir d'inquiétude dans le sens, moi je pense, pour nos métiers. Pourquoi? Parce que comme les médecins ou les pharmaciens, enfin tous les professionnels de santé, ce qui est important, c'est la responsabilité. C'est pas l'acte en lui-même. Là, aujourd'hui, les biologistes, vous allez me dire, ils mettent leur flacon, ils appuient sur un bouton, ils ont tous les paramètres. Oui, mais il faut signer. Il faut être responsable du calibrage de la... Et il faut signer et vous engager une responsabilité médicale par rapport aux résultats que vous donnez, sur lequel il y a une vie d'un patient derrière. C'est la même chose pour quand vous délivrez un produit pharmaceutique. Dans ce cas-là, on pourrait mettre des machines, vous appuyez sur un bouton et vous avez un distributeur, vous mettez votre ordonnance, on vous envoie tout à la maison. Oui, mais il faut qu'on vous explique, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. Il peut y avoir une erreur dans la prescription. Dans le code de déontologie, justement, il y a l'article 243, je crois, qui dit que il doit y avoir une analyse qualitative et quantitative de l'ordonnance et que même le pharmacien peut s'opposer, appeler le prescripteur, lui demander. Et s'il n'est pas convaincu, il peut refuser de. Et bien sûr, en aviser la section ordinale régionale compétente. Donc, on est dedans, le monde est dedans, et je pense que si on prend pas si on monte pas dans le train de la numérisation, de la digitalisation et de l'intelligence artificielle, on sera très vite dépassé, on risque de se retrouver en voie de sous-développement et il va y avoir deux mondes. Et je pense qu'au contraire, l'informatisation, la digitalisation et l'intelligence artificielle, c'est une formidable opportunité pour les pays en voie de développement de gagner du temps. C'est-à-dire si on se mettait demain l'Algérie, si notre secteur, on mettait des moyens importants sur le développement des biotechnologies, les plateformes vaccinales, l'intelligence artificielle, la recherche-développement avec la numérisation, la digitalisation, je vous assure qu'on pourrait gagner 10-15 ans de développement et devenir ce qu'on souhaite être, c'est-à-dire un hub pharmaceutique pour notre continent. Parfait. Merci beaucoup, docteur. Merci de nous avoir honoré de votre présence. Merci à vous pour l'invitation. Et encore bonne fête à l'ensemble des pharmaciens. Voilà, ça aide comme.